Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Ça bouge au Sahara et le Maroc est à la manœuvre. À quelques semaines de la très attendue résolution sur le renouvellement du mandat de la MINURSO et alors que le secrétaire général de l'ONU doit présenter son rapport, dans les prochains jours, voire les prochaines heures, devant le Conseil de sécurité, le Polisario tente des diversions et entreprend des incursions dans la zone tampon située à l'est du mur de sécurité marocain. Mais le gouvernement marocain est bien conscient de ces enjeux et de ces manœuvres, de leurs fondements et de leurs objectifs. Et donc, depuis la semaine dernière, l'heure est à la mobilisation. Les contacts entre le gouvernement marocain et les partis politiques et les chefs des syndicats se multiplient. Et à New York, le représentant permanent du Royaume, Omar Hillel, a adressé une lettre au ton ferme au président du Conseil de sécurité, allant jusqu'à évoquer l'expression casus belli. Une fois n'est pas coutume, et eu égard à l'importance du sujet et au timing aussi, nous sommes au mois d'avril, nous allons consacrer la totalité de cette émission au décryptage de la situation au Sahara, décryptage que nous allons effectuer avec les deux éminents spécialistes qui sont avec nous de la question. Naïm Kamal, directeur du site quid.ma, et Rachid Belbah, professeur-chercheur à l'Institut des études africaines. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Les choses se mettent en place, donc, avec l'arrivée de M. Horst Köhler, le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, qui a présenté voici quelques semaines son premier rapport après une série de contacts entrepris avec les acteurs de la région et d'autres plus éloignés. Ce rapport servira de base pour l'élaboration de celui de M. Antonio Guterres, lequel conduira à la résolution de fin avril. Naïm Kamal, on commence avec vous. Quelles sont les grandes lignes du rapport de M. Horst Köhler présenté le 21 mars devant le Conseil de sécurité ? Écoutez, les grandes lignes, peu de gens en dehors des membres du Conseil de sécurité et notamment des partenaires qui, par leurs propres moyens, savent ce qu'il a été dit. Bon, il a dû faire certainement un round-up sur toutes les consultations qu'il a menées dans tous les sens un peu, parce qu'on a vu qu'il a élargi l'espace des contacts qui était traditionnel dans pareil processus. Il a été voir du côté de l'Union africaine, du côté de la Commission africaine, du côté du Conseil de sécurité africain. Il a été voir l'Union européenne, il a été voir les Suédois, je ne sais pas pourquoi les Suédois. Donc on peut présumer qu'il a une démarche tout à fait nouvelle. Bon, c'est ses premiers pas, on ne sait pas vraiment où il va, où il veut en venir. Toujours est-il qu'il y a une démarche qui est un peu, disons, ce qui est important à relever aujourd'hui, c'est qu'il a noté le caractère exclusif du chaperonage du Conseil de sécurité de l'ONU, du processus de paix dans la zone. Ça, c'est très important parce qu'on a vu qu'il y a eu des tentatives répétées, que ce soit du côté d'Alger, d'un certain nombre de l'Afrique du Sud, d'impliquer ou de réimpliquer l'Union africaine dans le processus. D'ailleurs, il a été voir ce que l'Union africaine a appelé à un certain moment l'envoyé personnel de l'UA pour le Sahara, qui est l'ancien président, je crois, du Mozambique. Et puis, il y a eu du flou. Donc, il y a cet aspect qui, à mon sens, est positif. Mais on verra ce qu'il en découle. Certainement, c'est ce qui va en découler dans le rapport du secrétaire général. Il y a également insisté sur... Mais il va falloir donner du contenu à cette phrase. Il a parlé de réalisme et de pragmatisme dans la recherche d'une solution. Il va falloir pragmatisme, réalisme. Je crois que le Maroc en a déjà fait pas mal, disons, rien qu'en proposant le plan d'autonomie, alors que de l'autre côté, il n'y a aucun écho, c'est-à-dire les positions de 1976 sont toutes les positions de 2018. Donc il y a cet aspect, mais il y a quelque chose qui est important et qui peut équilibrer, c'est qu'il a noté, en faisant référence à l'Allemagne et à l'Algérie, à l'histoire de l'Allemagne et de la France, disons que c'est à peu près l'Algérie et le Maroc connaissent à peu près les mêmes données historiques ou, disons, les mêmes formes de querelles régionales, pour ne parler que de querelles. Mais c'est très bien, donc ça veut dire qu'il a une idée assez claire de la lutte géopolitique dans la région, mais ça ne veut absolument rien dire dès lors que
avec ça, il doit aboutir à une logique. C'est-à-dire que c'est le Maroc et l'Algérie qui doivent négocier. Or, il aboutit, lui, à la nécessité d'une négociation directe entre le Maroc et le Polisario. Mais tout cela va pouvoir se clarifier un peu plus avec le rapport incessamment du secrétaire général Guterres devant le Conseil de sécurité. On ne sait pas grand-chose de ce qui a figuré dans ce rapport. Il y a eu quand même des fuites du rapport de Horst Köhler, mais quand il parle de réalisme et de pragmatisme, sachant que lui, de formation économique et qui a été directeur général de la Banque européenne de développement et du FMI, il a une approche plus économique. Quand il parle du rapprochement dont vous venez de parler, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, c'est dans le sens d'une intégration économique. Rachid Bilbah, le secrétaire général de l'ONU, a aussi présentera un rapport dans les quelques heures ou jours qui suivent, mais on a déjà une idée de la copie avancée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, en fait, il a repris certains éléments, mais le plus important, c'est que on recadre un peu l'action de Horst Köhler, qui est l'émissaire spécial, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. L'important, et là on revient à la même importance, le fait que c'est l'ONU et le Conseil de sécurité qui supervise et qui a la main sur la question du Sahara, donc en termes de leadership. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'on a vu que le représentant spécial, il a essayé de diversifier les contacts et de voir avec différents acteurs, peut-être dans un sens, c'est peut-être qu'il voudrait revenir à un certain référentiel, celui du plan de règlement de 1988, et puis un peu en 1997, avec les accords de Houston, on avait cherché à établir un cadre de négociation directe avec des parties, et puis impliquer les pays voisins. Mais l'important, donc le retour à une question fondamentale pour le Maroc, c'est celui du leadership des Nations Unies. Et après, il a parlé en termes de méthode et d'esprit, pragmatisme et bien sûr esprit de compromis dans les négociations. Il faudra voir bien sûr, et là il faudra établir une feuille de route et préciser justement comment on va aboutir à cet esprit de compromis et comment on le conçoit d'abord. Alors justement, excusez-moi. Je termine. Et ce qui est certain, c'est qu'il a impliqué aussi directement le rôle de l'Algérie. L'Algérie a un rôle important dans le processus de négociation et dans le processus de résolution. C'est très important. On en parlera. Et puis, il n'a pas fait, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne fait pas mention de l'arrêt de la Cour de justice européenne. Et donc, du coup, il l'écarte pour dire qu'en fait, le rapport du Maroc ou des parties concernées par le dossier du Sahara n'ont rien à voir avec les décisions de l'Union européenne et qu'il y a un rapport avec les Nations Unies. Je crois que c'est les grands éléments. Il reste cohérent avec lui-même quand il dit qu'il y a un leadership exclusif du Conseil de sécurité sur l'ONU. Il est tout à fait normal qu'il ne prenne pas en considération l'arrêt de la Cour de justice européenne qui dépend de l'Union européenne. Mais là, je voudrais une simple précision. Vous avez parlé de Horst Köhler, d'Antonio Guterres. Ce sont deux Européens, l'un portugais, l'autre est allemand. Est-ce qu'il y a un changement quelque part qui pourrait se faire par rapport à leurs deux prédécesseurs, le Sud-Coréen et l'Américain? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de manière de voir les choses ou peut-être une meilleure compréhension des choses ou d'aller vers le fond du sujet, ce que n'ont pas fait les autres, peut-être par éloignement ou par ignorance? Alors, pour Antonio Guterres, il est un fin connaisseur du dossier. Il était au HCR. Au commissariat aux réfugiés. Et donc, il connaît sur le terrain, il connaît le dossier. Ça, c'est certain. Après, il faudra... on avait dit la dernière fois qu'ils avaient besoin de temps pour pouvoir s'installer et avoir une meilleure connaissance du dossier pour pouvoir commencer un peu les démarches. Alors, pour Horst Köhler, c'est un autre profil. D'abord anglo-saxon. Oui, et germanique. Oui, c'est important parce qu'en termes de médiation, il faudra voir en termes de culture de médiation, la médiation allemande, est-ce qu'elle ressemble à la médiation française? Est-ce qu'elle ressemble à la médiation américaine? C'est important de savoir, surtout en tant que médiateur, lui qui sera toujours en contact avec les acteurs concernés. Il ne faudra pas oublier un autre élément qui me semble très important. Les Allemands
on a l'impression qu'ils se sont impliqués en Afrique du Nord et au Sahel. Et à travers la médiation en Afrique du Nord, d'abord ils ont échoué avec Martin Kobler en Libye, et je ne pense pas qu'ils voudraient échouer ici. Donc du côté marocain, il faudra peut-être tenir compte de ce petit détail et de ce paramètre qui est très important. Mais je dirais juste que Horst Köhler, c'est beaucoup plus un profil qui vient des finances. Il a été à la Banque mondiale. C'est un homme politique. Il a été à la tête Chef d'État, de l'État en tant que président, même s'il n'avait pas de pouvoir. L'État fédéral, mais il est connu, bien sûr, il appartient au parti au pouvoir, la CDU, les chrétiens démocrates. Donc derrière, il y a Merkel qui va le soutenir certainement aussi. Et en même temps, je crois que son équipe, moi je serais aussi intéressé par son équipe, parce que dans son équipe, il y a son conseiller spécial, David Schwark. Alors lui, c'est un fin connaisseur de l'Afrique. C'est un fin connaisseur aussi des questions de conflit et de reconstruction. C'est un fin connaisseur des questions de réfugiés. C'est lui qui l'accompagne toujours d'ailleurs. Et il a été ambassadeur au Soudan. Et donc au Soudan du Sud, et puis à Kinshasa. Et ça veut te dire en Congo et RDC. Donc voilà, juste un peu. Certainement que la médiation allemande est très différente. On va je dirais juste, je reviendrai, le fait d'avoir choisi, alors on ne sait pas qui avait décidé de la rencontre à Lisbonne. Est-ce que c'est la partie marocaine ou c'est le représentant spécial? Il ne faut pas oublier que en 1997, au moment où Becker... Mais c'est que le Maroc n'a pas voulu aller à Berlin. D'accord. Le Maroc n'a pas voulu aller à Berlin, il est parti à Lisbonne, qui est la capitale de l'État du pays d'Antonio Guterres. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sont des petits signes comme ça, mais enfin, ça peut ne rien vouloir dire. Naïm Kamel, avec les deux documents dont on a parlé maintenant, aussi bien le rapport de Horst Köhler que la copie avancée du rapport d'Antonio Guterres, on a l'impression que les Algériens et leurs amis du Polisario pataugent un petit peu et qu'ils font, pour essayer de faire diversion, si j'ose dire, une incursion dans la zone tampon. Alors, c'est quoi cette zone tampon dont on parle de plus en plus? D'accord. Alors, je vais juste pouvoir mettre un point sur l'appellation l'Algérie et le Polisario. Moi, je ne parlerai plus du Polisario. Je ne parlerai que d'Alger. Parce que, qu'on arrête, c'est un proxy d'ailleurs. Je me rappelle, c'est un proxy. C'est un proxy, voilà. C'est pas moi qui ai inventé le terme d'ailleurs, c'est le journal algérien Le Matin. Il a dit arrêtez, tout le monde sait que le Polisario c'est un proxy, et pour ceux qui ne le savent pas, proxy c'est un élément qui sert en informatique d'interface entre un certain nombre, c'est-à-dire transmettre des informations sans le faire directement. C'est juste quelque chose de façade. Alors pour revenir à une zone tampon, il faudrait peut-être revenir à l'histoire de la construction des murs. Parce que ces zones qu'on appelle aujourd'hui zones tampons ont existé avant l'accord du cessez-le-feu. Avant 91. C'est-à-dire au moment où Feu Hassan II avait décidé, pour éviter, parce qu'on était dans une guerre asymétrique, le Maroc, une armée traditionnelle, classique, structurée, en reconstruction à l'époque, il ne faut jamais oublier la conjoncture des années 60, et le Polisario entraîné, encadré, soutenu par les Algériens, par les Cubains et par les Soviétiques à l'époque, parce que la bataille de Ouargziz a été un dur combat, il a été fait avec ces gens-là. Il a fallu sécuriser, parce que dans la stratégie Hassan II, il fallait d'abord sédentariser la population, ce qu'il a fait grâce à l'eau, c'est-à-dire en amenant l'eau potable, et puis à un moment donné, il fallait sécuriser le territoire national des incursions qu'opéraient les milices du Polisario. Et donc c'est la construction de murs. En construisant les murs, Hassan II avait tenu à ce qu'ils mettent entre les frontières algériennes et les frontières marocaines, et les frontières mauritaniennes, une zone de non-contact, de manière à ce que, et ça c'était dans la politique de Hassan II, de manière à ce que le conflit du Sahara, qu'on ne lui dise pas que vous cherchiez le contact avec l'armée algérienne et que c'est une action non pas de défense mais une action belliciste. C'est ça d'abord ces zones.
quand est intervenu le cessez-le-feu sous les auspices du secrétaire général de l'époque des Cueillards, on a fait de ces zones démilitarisées une zone tampon entre le Polisario et l'armée marocaine, et qu'ils ont été soumis à la supervision de la MINURSO. Et c'est en ce moment-là que le Polisario, depuis là, à l'époque, il a commencé à tenter de faire de ces zones, en leur accordant une appellation aussi fallacieuse que la RASD, aussi illusoire que la RASD, d'être des territoires libérés. D'ailleurs, on le verra peut-être, on en parlera certainement tout à l'heure, c'est ce qu'ils essaient aujourd'hui d'en faire, c'est-à-dire c'est de créer une légitimité. Ils sont dans le cadre de la désinformation, quand ils parlent de territoire libéré, que nous allons installer des administrations de pseudo-RASD. C'est ça, grosso modo. En tous les cas, si on veut en un mot définir ce que c'est une zone tampon aujourd'hui, c'est une zone démilitarisée, sans aucune structure ni militaire ni administrative. Qui appartient au Maroc, c'est-à-dire sur le territoire du Sahara. Alors il y a des localités, il y a des Tifariti, Bir el-Hello, Mijek, Mehbes, qui sont donc dans cette zone dite tampon. Alors Rachid Belbah, vous connaissez bien cette région du Sahel, qui habite dans ces localités et quels sont les éventuels contacts qu'il y a avec les populations qui circulent dans la région? Parce que vous savez qu'il y a c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, des bandes criminelles, terroristes. Et donc est-ce qu'il y a des liens? Enfin, quel est le risque qui se passe là-bas? Écoutez, la zone tampon, normalement, il n'y a pas de présence permanente fixe. Mais c'est des zones de nomadisme. Donc ça, c'est clair. Alors, c'est juste pour préciser, quand on parle de Mehbes, on est beaucoup plus vers le nord sur la ligne de Tarfaya. Assazak, c'est la région Assazak, mais par contre, Bir el-Hello, Tifariti, ils sont un peu plus au sud, vers la frontière avec la Mauritanie, et Mjek encore un peu plus au sud, sur le niveau d'Aoussert. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que normalement, ce ne sont pas des zones d'installation permanente et de vie permanente, c'est des zones tampons qui sont sous le contrôle et l'observation des Nations Unies. D'ailleurs, dans chaque région, et c'est ça, on revient à ce qui a été dit lundi dernier, comme quoi qu'il n'y avait pas eu de mouvement de personnes militarisées ou civiles dans la région, alors que normalement, il y a des camps d'observation de la MINURSO. Autant vers Mehbes, autant vers Bir el-Hello, Tifariti, Agouinit ou Mjek, et ça c'est important à dire. Donc on pourrait discuter de la chose. Mais l'important, c'est un espace de non-installation permanente, de non-résidence. Ça c'est important. Alors on parle de nombre de personnes avec des djihad et puis des tenues militaires. Il faut savoir que dans le plan de règlement de 1988 qui a constitué la base du cessez-le-feu de 91, qui devait enclencher la mission d'identification de l'électorat et tout ça, il parle de démobilisation des milices du Front Polisario. Cette démobilisation n'a pas été effectuée. Très bien. Donc, clairement, il parle de démobilisation. Il n'y a pas eu de démobilisation. Mais ce qui est certain, c'est que cet espace est sous l'autorité des Nations Unies et c'est la MINURSO avec... Il n'est pas sous l'autorité des Nations Unies, c'est un territoire marocain mais sous supervision. Supervision de la MINURSO. Il y a des postes d'observation. Alors et justement, maintenant quand on entend ça, Naïm Kamel, qu'est-ce qui s'est passé pour irriter autant les Marocains, aussi bien le ministre des Affaires étrangères que le ministre de l'Intérieur, que en parallèle le représentant permanent Amar Hilal, qui a été dans sa lettre dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à parler de casus belli. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Vous savez, c'est un long processus qui a commencé d'abord à Guergueres. Il ne faut pas l'oublier qu'on s'est trouvé l'année dernière à peu près dans une situation similaire, peut-être en moins forte, mais en moins tendue. Mais on était déjà dans une situation similaire où on voyait que le Polisario tentait de s'incruster dans des zones et d'y faire la loi.
On l'a vu à Guergueras quand il commençait à faire la douane, quand il a commencé à faire la police, quand il a commencé à interdire la circulation. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on assiste sur une zone beaucoup plus importante, parce que directement en contact avec la base arrière du Polisario, qui est le territoire algérien, de s'installer dans cette zone et d'essayer peut-être d'en faire une forme de capitale provisoire, soit à Bir el-Helou, soit à Tifariti, et d'essayer d'installer l'illusion d'un territoire et d'une population. Car l'un des grands problèmes d'Alger et de son appendice, le Polisario, c'est de ne pas remplir les conditions les trois conditions d'un État qui siège dans une organisation c'est-à-dire un pouvoir politique, un territoire et une population qui y réside. Donc finalement, c'est ce qu'ils sont en train de... C'est ce qu'ils veulent faire les gens. De changer la nature de cette zone tampon qui est, encore une fois, d'ailleurs ça a été dit et répété par la diplomatie marocaine, un territoire marocain concédé aux observateurs des Nations Unies pour pouvoir mener leurs opérations d'observation du cessez-le-feu. C'est leur mission spécifique dans cette zone. Évidemment, le Maroc ne pouvait pas rester les bras croisés. Évidemment, Alger aller par multiples voies nier et dire que non, c'est juste que le Maroc qui essaye de créer parce qu'il serait en difficulté au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas vrai. Et on essaie de vraiment profiter à chaque fois. En même temps, c'est-à-dire, si même ils ne réussissent pas à atteindre l'objectif de la légitimité territoriale, au moins de dire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis l'avènement d'Ibrahim Ghali, à la tête de la bande de Tindouf, on entend que le Polisario, entre guillemets, allait reprendre les armes, qu'il s'apprêtait à prendre les armes. Ça, c'est leur discours récurrent. C'est la ritournelle. Ouais, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Auparavant, c'était la négociation, etc. Mais on a vu un changement de discours. Et aujourd'hui, ils veulent, par des actes sur le terrain, donner du contenu réel ou donner forme à cette menace. D'ailleurs, leur représentant l'a dit, il a dit, s'ils veulent la guerre, ils l'auront, alors que c'est eux qui la cherchent. Ben oui, en venant avec leurs hommes, on va dire, à Guerguerat, leurs éléments armés. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Alors, Rachid Bilbah, moi, je voudrais... justement, avant la pause, parce que leur tourne vite, est-ce qu'il y a un lien entre ces agissements, ces incursions, ces provocations du Polisario et la récente offensive, enfin récente, elle a déjà 2 ans, du Maroc au niveau de l'Union africaine et son entrée il y a quelques jours au Conseil Paix et Sécurité? Justement, moi, je voudrais juste décrire un peu ce qui s'est passé en 2015. C'est-à-dire qu'on a mis en place toute une architecture juridique et politique. En 2015, le Maroc n'était pas encore à l'Union africaine. Il n'avait pas fait encore son retour. Et puis, le CPS, le Conseil Paix et Sécurité, moi je crois que c'était sa réunion, la 496e réunion. Et donc, elle était destinée à la question du Sahara. Et c'est là où, finalement, on allait décider de déterrer le comité ad hoc de 1981 qui devait statuer sur la question. Pourquoi déterrer ça? C'est pour créer une concurrence juridique par rapport au leadership du Conseil de sécurité et des Nations Unies sur la chose. Et donc, permettre à travers l'Union africaine, d'imposer le fait accompli du fait qu'elle avait, d'un point de vue juridique et institutionnel, elle était autorisée à intervenir à travers le comité ad hoc. Le problème, c'est que dans la résolution 103, je crois, de l'époque de l'Union africaine, l'OUA, à l'époque, c'était... Et en fait, le problème, c'est que 2 années après, ils avaient mis déjà en place un comité permanent où il y avait la Guinée, il y avait le Nigeria, il y avait la Sierra Leone, il y avait la Côte d'Ivoire, d'autres pays. Il y en avait 5.
Et donc, finalement, eux, ils veulent revenir au comité ad hoc de 1981. Mais l'important, dans la résolution de 2015... Il y avait la Tanzanie, oui, la Tanzanie, exactement, la Tanzanie et tout ça. En 2015, en fait, ils préparaient quoi? Ils préparaient toute une architecture avec une... je me rappelle bien qu'en 2015, il y avait des parlementaires des Verts européens et de la gauche radicale qui se posaient la question en termes de droits humanitaires. En fait, faire revenir, faire déplacer les populations de Tindouf vers les zones tampons au nom du droit humanitaire et offrir une aide, parce que normalement c'est un espace qui est interdit, offrir une aide sous le parapluie du droit de l'homme, offrir des aides en matière, en nourriture. Et donc, ça devait être le premier pas dans ce sens-là, mais ils avaient besoin aussi d'une frontière. Guerguerat, c'est la frontière. Alors, nous allons prendre quelques minutes de pause. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour en arriver à l'Algérie dont on parlait et pour voir un peu comment ça se passe à ce niveau-là aussi. Merci, à tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Nous reprenons notre discussion au débrief sur la question du Sahara, sujet unique du jour, étant donné l'enjeu et étant donné le mois d'avril où tout se passe au Conseil de sécurité. Juste avant la pause, mais avant, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Naïm Kamel, directeur de publication du site quid.ma, et Rachid Bilbah, vous êtes professeur-chercheur à l'Institut des études africaines. Justement, Rachid Bilbah, vous étiez en train de parler de déplacement de population de Tindouf vers la zone tampon. Quel en est l'objectif finalement ? Oui, enfin, grande technique, mais rapidement. Technique, quand on fait déplacer, avec peut-être ce projet de faire déplacer des civils avec leurs campements et créer des campements dans la zone tampon, alors que normalement elle devrait être une zone libérée de toute présence permanente, une installation permanente, et en fait se faire seconder par le droit humanitaire qui permet d'apporter une aide humanitaire aux personnes qui sont installées. On crée automatiquement un fait accompli, une sorte d'installation permanente. Alors pour Guerguerat, pourquoi la question de Guerguerat est stratégique? Parce que si vous avez un poste de contrôle et de passage, ça veut dire que quelque part c'est comme s'il y a une sorte de frontière. Voilà, alors qu'en réalité il n'y a pas de frontière. On était un peu dans ça. Et quand on revient à la résolution du CPS, du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine de 2015, et celui présidé par un Algérien, Ismaïl Chergui. Oui, bien sûr. Non, là, en fait, Ismaïl Chergui, il est le responsable de la direction de paix et sécurité. Le Conseil, c'est autre chose. C'est des chefs d'État qui siègent. Mais en fait, pourquoi le commissionnaire Ismaïl Chergui est important et puissant? C'est parce que c'est lui qui décide de l'agenda du CPS. Et donc, du coup, à chaque fois, il avait cette capacité, grâce du temps de Dlamini Zouma, il avait cette capacité de mettre toujours dans l'agenda la question du Sahara. Mais jusqu'en mars, la réunion de mars 2017, ils avaient repris presque texto les éléments de la résolution de 2015, où on revient à l'idée du comité ad hoc, on revient à l'idée d'un émissaire de l'Union africaine pour la question, pour le dossier du Sahara, et comme quoi que l'Union africaine serait un acteur principal dans la résolution de ce problème. Mais l'important, on est un peu dans cette architecture d'imposer un fait accompli, non seulement au Maroc, mais au Conseil de sécurité et aux Nations Unies. C'est pour ça qu'on parle de leadership exclusif du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Très bien, merci pour la précision. Alors on tourne justement. Je voudrais juste préciser une chose. Il l'a dit tout à l'heure, c'est que quand on a une population civile, il est difficile de la déplacer militairement. L'intervention est compliquée. Mais seulement, il faut préciser aussi que le Maroc, son attitude sur ce point de vue était claire. C'est tout le Sahara qui est ouvert aux gens de Tindouf. C'est-à-dire jamais, au contraire, le Maroc n'a arrêté le retour d'un Sahraoui qui est authentiquement Sahraoui, pas qui vient de la région
ou de l'Algérie de retourner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des milliers de gens qui ont retrouvé le Maroc et leur famille. C'est une idée qu'il faut... Alors justement, Naïm, tout tourne autour de l'Algérie. Depuis tout à l'heure, vous en avez parlé. Rachid Benelbah aussi en a parlé. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, a dit ceci il y a quelques jours. L'Algérie doit assumer ses responsabilités. Le Maroc n'attaque pas l'Algérie lorsqu'il dit que l'Algérie encourage ce genre de provocation. C'est l'Algérie qui abrite, qui finance, qui arme, qui mobilise. Ce n'est là ni une attaque ni une insulte. C'est la vérité. Ça, c'est le ministre marocain des Affaires étrangères. Oui. Mais il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron, en visite à Alger, a dit la même chose. C'est un problème qui doit se régler entre le Maroc et l'Algérie. Et Horst Köhler, vous en parliez tout à l'heure, dans son rapport du 21 mars, a aussi fait le lien entre France-Allemagne d'un côté, Maroc-Algérie de l'autre. Est-ce qu'on est en train de nous acheminer petit à petit, ou même plus rapidement, vers une désignation de l'Algérie comme partie, finalement? Il n'y a ni Polisario ni rien du tout, c'est le Maroc et c'est l'Algérie. Non, vous savez, je crois qu'on a eu l'occasion plusieurs fois de le dire, on est dans une situation de duplicité et de marché de dupes. Tout le monde sait, toutes les capitales savent que sans l'Algérie, ce conflit n'existerait pas, ne serait pas. Seulement, l'Algérie refuse d'assumer cette réalité, alors que dans les faits, c'est elle qui porte le dossier, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères marocain l'autre soir sur une chaîne nationale. Mais tant que l'Algérie va continuer à jouer sur cette duplicité de droits des peuples, d'ailleurs, il y a quelques jours, juste avant la provocation de la zone tampon à l'est du mur, ils ont organisé à Alger ce qu'ils appellent la sixième conférence internationale du droit des peuples à la résistance, cas du Sahara, etc. etc. Et on voit ainsi revenir des diplodocus, des dinosaures des années 60-70, discuter des vieilles méthodes de libération et de révolution révolues depuis la chute du mur de Berlin et depuis la dislocation de l'Union soviétique. On est encore dans cet esprit, dans cette mentalité. L'Algérie ne reconnaîtra jamais, alors qu'il le dit parfois à demi-mot, que c'est pour eux une question de sécurité stratégique qui relève aussi de leurs intérêts dans la région, etc. On le sait le jour où ils l'ont montré quand James Baker avait proposé son premier plan, parce qu'on a eu le Baker 1 et le Baker 2. Le Baker 1 que le Maroc avait accepté et que l'Algérie avait récusé, il était sorti avec une idée qu'elle avait toujours dénoncée, c'était le partage. Le partage du territoire entre le Maroc et les gens du camp des Tindouf. Ça ne pouvait pas marcher, d'ailleurs. Même les gens les plus honnêtes de Tindouf disent, voilà, ces gens-là, où sont vos principes d'autodétermination? Que tout ce blabla, ça couvre quoi au juste? Mais on sait que ça couvre d'abord le passage atlantique que Hassan Rahmou leur avait proposé, ça couvre le cantonnement, ou l'encerclement plus exactement, de l'insularisation du Maroc. Voilà. L'isolement du Maroc. L'isolement total du Maroc. Or, tant que l'Algérie ne viendra pas à la table, d'ailleurs, on a essayé ça une fois, c'est ce que dit aujourd'hui Köhler sur l'Allemagne, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, qu'une communauté économique qu'il faut développer dans la région, comme l'ont fait les Allemands et les Français, en devenant les deux pilotes de l'Union européenne et auparavant de la communauté économique européenne. On l'a essayé en 88 avec l'UMA. On s'est dit, bon, on construit l'UMA, on laisse de côté le dos du Sahara, de manière à ce que disons, l'intégration économique, politique et sociale permette la dissolution et des frontières et des problèmes qui sont afférents. On en est là. Or, aujourd'hui, l'Algérie bloque sur ce point-là, et tant qu'elle bloquera sur ce point-là, il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Ils vont le désigner, ils commencent à le faire, ils reculent.
parce que la communauté internationale, c'est également des intérêts, et les intérêts, ils sont ici, ils sont là-bas, et ils cherchent des équilibres de Dieu, mais des équilibres tout de même. Oui, donc vous savez, vous parlez de... On n'est pas sorti de l'auberge. Vous parlez, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, je crois qu'on est en train de voir le mot, mais je suis éternellement optimiste. Vous parlez d'idéologie, vous parlez des droits des peuples à décider de leur sort, vous parlez de l'insularisation du Maroc. Ce sont des raisonnements qui sont parfaitement dépassés, obsolètes, puisque ça remonte aux années 60 et 70. Rachid Bilbah, je vois que vous vouliez parler, mais je vais vous poser aussi une question. Pourquoi, selon vous, mais assez rapidement, parce que je voudrais arriver au point de cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine avec l'ONU, pourquoi, d'après vous, vu maintenant, comme a dit Naïm Kamal, que l'Algérie est de plus en plus mise en avant quelque part, voilà le problème, c'est là, c'est à Alger. Pourquoi, d'après vous, cette communauté internationale ou l'Europe qui est à côté de nous, je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous la pose d'une autre manière, pourquoi elle ne prend pas position? Les intérêts ne peuvent pas tout expliquer non plus. Ou alors est-ce qu'on va vers une prise de conscience? Prise de conscience, ils en étaient conscients depuis le départ, je crois. Sachant que, comme on dit en Europe de plus en plus, la sécurité européenne commence à guerre. Exactement. Bien. Donc il faudrait peut-être qu'ils s'y mettent. Oui, certainement. C'est-à-dire que de plus en plus, l'Union européenne se sent concernée par ce qui se passe en Afrique du Nord. Bien sûr, elle est concernée par le dossier du Sahara et surtout par ce qui se passe dans le Sahel. Et c'est sur ça que je voulais revenir. En fait, aujourd'hui, on pourrait réfléchir le positionnement géopolitique de l'Algérie en termes d'influence et d'État puissant. L'Algérie s'est toujours considérée comme l'hégémon dans la région saharienne et sahélienne. Aujourd'hui, depuis au moins 2011, elle a accusé beaucoup de repli. Elle était toujours dans ce qu'on pouvait appeler à l'échelle continentale dans le panafricanisme idéologique. Cette tendance est la tendance à refluer. On voit de plus en plus de leaders politiques africains qui sont beaucoup plus dans une approche jeune, dans une approche pragmatique. 40, il y a 50 ans. Paul Kagame, on le voit avec Ramaphosa, on le voit avec de nouveaux leaders qui arrivent à l'Union africaine. Ils ont d'autres soucis, le développement économique, le développement social. On n'est plus dans cet esprit de révolutionnaire et cet esprit de décolonisation tout azimut. Je crois qu'il y a un problème, au niveau, quand je dis l'Algérie, on ne parle pas du peuple, on parle de l'appareil qui gouverne depuis 1965. On a l'impression, quand on calcule depuis la mort de Boumedienne en 1978 jusqu'à l'arrivée de l'actuel président, Bouteflika en 1999, c'est comme si de 1978 à 1999, c'est comme si c'était une parenthèse, alors que ce qui s'est passé à l'intérieur est d'une extrême importance. Autant la période de Chadli Benjdid que celle des janvieristes et puis bien sûr la guerre civile qui s'en est suivie. Et je crois que les Algériens, ils n'ont pas, enfin autant la classe politique que les militaires, ils n'ont pas fait leur autocritique pour voir que finalement une Afrique du Nord apaisée, une Afrique du Nord unis, c'est l'unique chance pour pouvoir créer du développement économique, du développement social, culturel et une stabilité politique. Alors, détrompez-moi, si jamais je fais erreur, le président Bouteflika, ce n'est pas le plus âgé des chefs d'État africains? Maintenant que Mugabe est parti. Oui, Mugabe, et puis on attend que le président de la Guinée équatoriale lui parte. Et certainement, il n'a pas 80 ans, je pense. Je crois. Donc, je pose la question parce que finalement, il arrive avec la mentalité des années 60. Il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement. Oui, c'est pour ça que je parle renouvellement de la classe politique. C'est pour ça que je parle de cette parenthèse, parce que Bouteflika, en fait, c'est structurel. C'est beaucoup plus. Ça dépasse un homme qui est Bouteflika. C'est un appareil dont il est... C'est un appareil qui s'est nourri, qui a été alimenté, entretenu dans cet esprit-là. D'ailleurs, récemment, l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères également, sur l'Irak, a été à une conférence en Algérie où il devait parler d'un certain nombre d'intégrations régionales, de sujets économiques avec les entreprises et l'équivalent de la CGM en Algérie. Et il a dit une phrase qui va lui valoir une levée de bouclier. C'est-à-dire, il a dit il est peut-être temps que l'Algérie reprenne parole sur la scène internationale.
qu'on l'entende encore. Je ne me rappelle plus de la phrase exactement, mais c'est en substance ce qu'il voulait dire. Elle a dit, mais l'Algérie n'a jamais été absente. Ces gens qui sont en train encore aujourd'hui de se cacher la réalité que leur présence telle qu'elle était dans les années 70, avec l'aura de la Révolution, sur 80, jusqu'à, on va dire, jusqu'au début des années 90, n'est plus. En fait, il y a un décalage entre le discours algérien et les préoccupations des Africains. On parle développement, on parle jeunesse, on parle climat, on parle migration. Le monde a changé. Le pouvoir algérien, les généraux n'ont pas changé en Algérie. Les noms ont changé. On a eu Khalid Nzar, il a changé. On a Ammar, il a changé. On a maintenant Gued. Mais c'est tout ça, la même génération. C'est la même structure mentale, la même structure idéologique qui continue aujourd'hui à prédominer. N'oubliez jamais que comment il s'appelle, Ammar Saadani, qui a été secrétaire général du FLN pendant un temps, il a été effacé. On n'en entend plus parler. Il a été limogé du secrétariat général du FLN, entre autres parce qu'il avait dit, quand on lui a posé la question sur le Sahara, il dit vaut mieux que je me taise, parce que si je ne le fais pas, on risque d'aller vers de gros problèmes. Parce qu'il voulait dire que ce qu'il sous-entendait que c'est une affaire artificielle qui a été préfabriquée et on ne lui a jamais pardonné cette Alors on reste avec vous. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire dans nos discussions avec nos collègues universitaires algériens, à chaque fois qu'on parle de l'après-guerre civile, ils disent qu'il y a un poids psychologique et ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait un changement et ce changement conduise à des troubles internes. Ils ont peur de se retrouver dans une nouvelle période de troubles. Donc il y a un blocage psychologique quelque part qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie actuelle, elle est quelque part dans une forme d'immobilisme. Oui, mais c'est assez curieux. Il faudrait faire une émission sur ça. Vous serez invité à la suite du PAS pour parler un peu du système algérien. Je disais il y a un instant que les préoccupations, les aspirations des jeunes Africains, dont les Algériens, les Marocains, les Tunisiens font partie, leur aspiration, ça va vers le développement, vers le commerce, vers l'agriculture, enfin vers des soucis matériels, la prospérité. Et les Algériens ne dérogent pas à la règle. Eux aussi, donc il doit y avoir un décalage entre leurs dirigeants et la population. Ça, il faudra en faire une émission spéciale sur ça. Naïm Kamal, on va arriver à cette semaine, de ce qui s'est passé cette semaine. Alors depuis dimanche, il y a eu divers échanges entre le Maroc et l'ONU. Quand Rabat a dénoncé les incursions armée du Polisario dans la zone, tampon, le porte-parole Stéphane Dujarric a eu une réponse sibylline. Ça s'est passé en quelques secondes. Il a dit ceci: la MINURSO n'a observé aucun mouvement d'éléments militaires dans le territoire nord-est. Bon, c'était avant-hier. Hier, il dit l'inverse. Ou alors, il tempère, il atténue ce qu'il a dit. L'ONU ne prend pas parti. La MINURSO rend compte de ce qu'elle observe. C'est une zone très vaste qu'ils doivent couvrir. Ils partent et rapportent ce qu'ils voient. Il se passe quoi au niveau de Stéphane Dujarric? Il rapporte ce qu'il voit, ou il rapporte ce qu'il ne voit pas du tout, ou ce qu'ils n'ont pas voulu voir, on ne sait pas. C'est-à-dire, il y a les camouflages. Et on peut imaginer tous les scénarios possibles que même les éléments armés qui étaient sur place, qu'a dénoncé le Maroc, ont eu le temps que les éléments de la MINURSO arrivent sur place, de disparaître dans la nature et de revenir plus tard. Tout ça, on peut spéculer longtemps et ergoter là-dessus. Oui, on sait qu'un porte-parole peut dire la chose sans contraire, mais de l'ONU sur un sujet aussi sensible en 24 heures, ça fait quand même un peu limite. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas un officiel, et donc je peux le dire. Monsieur Dujarric, on le connaît depuis Ban Ki-moon. C'est un héritage de l'appareil administratif de l'ONU tel qu'il a été conçu par Ban Ki-moon et son entourage. Et il a toujours eu cette ambivalence de surfer sur les mots, de dire la chose et son contraire, sans vraiment rien dire et sans rien apporter. Je crois que certainement qu'entre la première déclaration et la deuxième déclaration... Il a dû se faire tirer les oreilles. Il a dû faire tirer les oreilles. J'imagine qu'un État comme le Maroc ne va pas sortir une information comme celle qu'il a sortie si ce n'était pas vrai. C'est pas vrai. Et j'imagine que le Maroc doit avoir des preuves concrètes, précises, entre les mains, qu'il peut montrer. Le Maroc a un satellite qui tourne... Peut-être le satellite ou un drone ou des photos à distance. Il a fait mention de choses très précises, des sacs de sable, un fossé. Les moyens technologiques de repérer, je ne sais pas si la MINURSO en dispose, existent.
ne faut pas être grand sourcil. Bon, maintenant aussi, les puissances, ils ont leurs satellites. Pas que les puissances, beaucoup de monde. On disait, ils peuvent bon, ils veulent peut-être pas prendre parti, ni paraître prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais il est établi que c'est un fait, le Maroc n'est pas en train de créer de toutes pièces un problème. On connaît, c'est clair, les intentions d'Alger. On les a expliquées. C'est de créer une légitimité territoriale, installer une population civile et derrière la population civile une présence militaire, toute proche des murs de défense du Maroc. Et cette zone tampon que le Maroc a laissée pour justement permettre le non-contact va tomber en caducité totale et on va se retrouver dans un face-à-face. S'ils le cherchent, le Maroc leur dit, c'est d'où le terme de Omar Hillel, c'est un casus belli. Casus belli, tout à fait. Tout à fait. Ça a été repris d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, Rachid Belbah. Malgré, alors, avec tout ce qui est en train de se passer, avec les hauts et les bas, avec les positions marocaines qui ne changent pas, qui sont fermes, qui se basent sur les 4 paramètres qui avaient été énoncés par le roi Mohamed VI dans son discours du 6 novembre 2017. Malgré tous ces allées et venues, on constate que quelque chose se dégage quand même au niveau de la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU. 3 points essentiels. On commence à parler uniquement de solutions politiques. On implique de plus en plus, on demande de plus en plus à l'Algérie de s'impliquer et fait nouveau, à ma connaissance du moins, la mention aux investissements, aux très gros investissements qui ont été faits dans la région depuis qu'ils ont été lancés en 2015. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose, enfin la sortie du tunnel quelque part, parce que ce sont justement les 3 éléments dont Alger refuse de parler? Sortie du tunnel, il faudra compter sur la Je suis éternellement optimiste. Oui, on est optimiste. Mais il faudra compter sur la bonne volonté de l'Algérie, de ceux qui gouvernent en Algérie. Et on sait très bien que dans l'état actuel, il n'y a pas tant que le système politique est en place et se maintient, on aura des difficultés. Mais l'important, c'est clair. Le plan de règlement n'a pas fonctionné. Le plan de règlement qui reposait sur le cessez-le-feu, mais le plus important, c'était bien sûr le référendum et donc comment identifier l'électorat qui allait. On a compris que depuis 1997 que c'était impossible. Et donc il fallait infaisable. Et donc il fallait une solution politique négociée. Alors à chaque fois, dès que le Maroc ou d'autres acteurs, ils voient qu'on est en train de dérailler par rapport à cette constatation de l'impossibilité du règlement, du plan de règlement de départ et donc la question du référendum et qu'il faut absolument qu'on se retrouve dans une solution négociée, le Maroc, il avait proposé son plan d'autonomie. Donc on attend de l'autre côté les propositions. On est toujours dans l'idée d'indépendance et on ne veut pas faire bouger les positions. Mais l'important, c'est que c'est ça. À chaque fois que le Maroc il voit qu'il y a un déraillement ou certaines parties, autant au niveau de l'Union africaine ou au niveau des soutiens du Polisario, ils veulent dérailler pour remettre en cause la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies en termes de solutions politiques négociées. On a vu, c'est pour ça que, à chaque fois, on ne savait pas comment, par exemple, Horst Köhler, il interprétait ces différentes rencontres, autant avec des gens de l'Union africaine, autant avec certains responsables des États européens. Donc, par rapport justement à cette solution politique négociée, qui devrait être géré par le Conseil de sécurité. Alors moi, ce que je dirais, oui, si on se maintient dans cette optique de solution pragmatique et négociée, si le Conseil de sécurité, si le secrétaire général et le représentant spécial ils trouvent de nouveaux moyens, une nouvelle volonté pour faire évoluer les choses, peut-être, mais je reste et je dis que les Nations Unies, c'est un corps vivant, c'est une bureaucratie. Elle a été fondée sur les valeurs de la social-démocratie en termes de droit international, droit humanitaire. Et donc souvent, il y a ce tic de revenir sur ces fondamentaux. À chaque fois, on revient sur le texte, donc toute la littérature juridique, pour revoir ce dossier, le dossier du Sahara. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des Nations Unies,
il y a les acteurs de puissance. Il y a les intérêts des États et il y a les intérêts des grandes puissances et leur lecture de la carte géopolitique. Alors justement. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Et puis je terminerai sur ça. Le Maroc est dans son bon droit de développer les provinces du Sud. C'est un engagement envers ses citoyens. Je rappelle que c'est 7 milliards de dollars qui ont été lancés de travaux et de développement. C'est un engagement envers ses citoyens et il ne faut pas oublier, l'histoire est irréversible. On ne fait pas marche arrière. Eh ben, apparemment, Horst Kohler, ça lui a parlé. Quand il a vu ces investissements, ça lui a parlé quelque part, parce que c'est quand même, c'est pas 100 millions de dollars, c'est quand même 7 milliards de dollars, c'est pareil. Quand je dis les textes qui régissent, les textes juridiques qui régissent les Nations Unies et leurs compétences dans la gestion des problèmes et des conflits, quand je dis ça, c'est que depuis 1975, la commission qui a été envoyée à l'époque, quand l'Espagne elle voulait faire un référendum d'autodétermination, elle avait constitué la fameuse liste. La commission de l'Union des Nations Unies a découvert qu'en fait que c'était impossible d'établir ces listes pour des raisons différentes. Après, on a parlé de tribus contestées bien plus tard, quand il a fallu se mettre d'accord en 88. Mais l'important, c'est que comment définir la sahraouité. Parce que les Sahraouis, ils sont partout dans le Maroc. Et eux tous, ils ont le droit... Alors, on va partout en Algérie. Vous allez avoir l'occasion, on va finir. Ils ont le droit de dire leur avis là-dessus. On va finir par vous, parce qu'il nous reste 1 minute ou 1 minute et demie. Je vais vous poser cette question. Donc, c'est toujours la même chose, ça revient vers vous, la voyante, sans avoir de voyante. Comment vous voyez ce rapport qui devrait venir, et surtout la résolution, sachant que le Maroc est actuellement sur tous les fronts, qu'il est bon élève sur 3 ou 4 points qui sont l'objectif de Guterres, qui sont le climat, enfin le réchauffement climatique, la migration, le terrorisme, le développement. Et comment vous voyez venir les choses maintenant, en quelques mots? Écoutez, je ne crois pas que ça risque ni d'être mauvais ni d'être bon, à mon sens. Ça va être toujours avec la même histoire. Langage diplomatique. De langage diplomatique, de donner à chacun quoi brouter. C'est équilibré, mais l'essentiel pour le Maroc aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité reste le haut lieu de la recherche d'une solution et qu'il n'y ait aucune autre interférence. Et ça, il faut que ça soit précisé. Je crois que ça a été déjà précisé et ça va l'être. En même temps, il faudrait que le Maroc préserve la proposition comme crédible et sérieuse. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Média 1 TV. L'info et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.